Bonsoir. Pour les uns, c'est déjà fini. Pour les autres, les vacances ne font que commencer. Cet hiver, nous sommes 25 millions à prendre des congés. Alors que ce soit au bord de la mer, à la montagne, en France ou à l'étranger, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, on a l'embarras du choix. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus dur de se repérer parmi les offres. On peut trouver aujourd'hui une croisière sur le Nil en Égypte affichée au prix de 200 € pour une semaine, avion compris, alors qu'il faut compter au minimum 2 fois plus pour une semaine au sport d'hiver en France. Pourquoi y a-t-il de telles différences de prix? Que cachent vraiment ces offres? Quelles sont les nouvelles destinations et comment les voyagistes les rendent-ils accessibles au plus grand nombre? Sommaire. Pour moi, de toute façon, les rouges, c'est l'image de la station. Les rouges, ce sont les moniteurs de l'école du ski français. De loin, les plus nombreux, tout le monde les connaît. Mais depuis quelques années, c'est la guerre. Les combinaisons noires ont débarqué sur les pistes. Nous ne sommes pas des intrus, nous sommes des moniteurs comme tout le monde. À Tignes, en Savoie, enquête sur la bataille des monos. Ce monsieur avait très envie de vacances anti-stress. Alors on lui a préparé un bain, mais pas n'importe lequel, avec des spots de couleur à l'intérieur. Il paraît que c'est bon pour le moral. Le vert, l'espérance, c'est-à-dire c'est voir plus loin. Les centres de thalassothérapie sont en plein boom et se modernisent. Le nombre de curistes a doublé en 5 ans, alors que valent vraiment ces cures d'un nouveau genre. Une croisière sur le Nil, ça fait rêver beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est à peine croyable. Vous pouvez vous l'offrir grâce à Internet pour 199 €. En plus, on vous promet l'Égypte des pharaons. Et à bord de ces hôtels flottants, une ambiance de fête. Mais il y a parfois des désagréments. J'ai la chambre 329 et il y a la ventilation qui fait un bruit pas possible. Alors ces croisières à prix cassé, bon plan ou piège à touristes. Ce restaurant sous la mer ou bien cet aéroport posé sur une île déserte. On les trouve aux Maldives, des îles paradisiaques où les hôtels font aussi dans la démesure. Toujours plus luxueux et bien sûr toujours plus cher. Ils ont le monopole, donc ils font les prix qu'ils veulent. Donc là, on est à 3 € à chaque bouteille d'eau. Dans un des pays les plus pauvres du monde qui profite des euros du tourisme. Je le disais à l'instant, nous sommes 25 millions à prendre des vacances en hiver. Alors, où partons-nous en cette saison? Eh bien, 34% partent en vacances visiter des villes, 28% partent à la campagne et 20% vont au sport d'hiver. Le mois de février, c'est même la haute saison pour aller skier et ceux qui vivent du tourisme à la montagne font l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur cette période. Parmi eux, les moniteurs de ski, avec leur anorak rouge, on ne peut pas les rater sur les pistes. Ce sont les monos de l'ESF, l'école du ski français. Chaque année, ces moniteurs forment 1,5 million de skieurs. Alors, comment cette institution a-t-elle imposé sa suprématie sur les pistes? Vous allez découvrir quelle bataille féroce se joue actuellement en coulisses entre l'ESF et de nouveaux concurrents. La guerre des monos, c'est un reportage de Véronique Blanc. On va le faire 5-6 fois. Bruno Richard, le moniteur, ne badine pas avec l'échauffement. Le plus important. Et Karl, son élève, quasi débutant, n'en perd pas une miette. D'autant qu'il l'a pris en cours privé. Allez, on balance fort la jambe. Avec le poids de la chaussure, tu vois, ça tire. C'est très... Bruno Richard est moniteur de ski à Tignes, en Savoie. Un des plus grands domaines skiables au monde. Voilà, tu restes bien là derrière moi. Parfait. Voilà, toujours en position d'avancer. Hein. Très bien. Pour ce cours privé de 2 heures, Karl a payé 87 €. Ce n'est pas donné, mais Bruno sait séduire ses clients. Il a une botte secrète, sa caméra. Ça leur plaît aux élèves? Énormément. Parce que souvent, ils sont jamais filmés, d'une part. Et ensuite, ils voient vraiment. On a beau leur dire souvent, mets-toi sur l'avant, fléchis les chevilles, plie les genoux. Ils se rendent pas compte. Et sans arrêt, on leur dit la même chose. Ils se rendent pas compte. Alors Karl, ici, sur la vidéo, on le verra tout à l'heure, il a un gros problème avec sa tête. J'ai beaucoup insisté sur le cours précédemment. Et également, vous voyez, sur sa position, il est toujours un petit peu assis sur ses skis. Alors qu'il a l'impression d'être vraiment en avant. Bravo Karl, super. Tu attends, hein, je descends vite, d'accord, et je te filme. Hein. Filmer les clients, une astuce particulièrement efficace pour les fidéliser. C'est un peu plus de travail, il faut déchausser les skis. Karl, tu es prêt? Mais le plus souvent, allez, c'est parti, on y va. L'élève apprécie. Il en a pour son argent.
Karl redemandera Bruno pour un prochain cours. Ouais, super. Ouais, c'est super parce que normalement, je le fais moi-même, seul sur la piste. Donc, je fais des choses, mais je ne sais pas quoi en fait. Oui, vous ne vous voyez pas. On pivote, petite bosse, on passe à la petite bosse, on s'arrête juste là. 17h, le cours s'achève. Mais pour Bruno, les choses sérieuses vont commencer. Voilà. Logiquement, c'est la fin de la journée pour vous. Là, théoriquement, Pour un moniteur de ski. je pose Karl à l'hôtel, il est en sécurité. Là, je prends mes skis, je rentre à l'école de ski, je dois rentrer à la maison. Mais là, c'est pas fini. Pour vous, c'est pas fini. Pour moi, c'est pas fini. Car la caméra est une véritable arme commerciale. À présent, il faut visionner les images. Direction ce bar bondé. Et ce n'est pas tout à fait par hasard. Bruno connaît bien le patron. Mais surtout, il va utiliser le poste de télévision qui trône en plein milieu de la salle et donner un cours de ski devant tout le monde. Autant de lever la main. Tu vois? Par contre, tu es bien en appui sur ta jambe aval, ta jambe du bas, ça c'est très bien. Karl peut directement voir ses défauts. Ça, on va corriger. Et Bruno, lui, peut faire son show devant une cinquantaine de clients potentiels. T'as vu, t'es toujours un peu en arrière. Regarde tes spatules. Tes spatules, elles se lèvent. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'est bon pour la musique. Bravo pour Karl, merci pour Karl. Et une fois que tout le monde aura bien assisté à ce cours magistral, voilà ce qu'ensuite les clients ne manquent pas de demander à Bruno. Merci, Karl. Bravo, Karl, super. S'il vous plaît, laissez-nous vos coordonnées. On aimerait faire ce que vous avez fait avec Karl. On aimerait le faire avec vous également. Karl, tu vas me... Ne pas être qu'un simple moniteur, mais aussi un vendeur de choc, c'est la consigne que Bruno a reçue de son employeur, la plus grande école de ski en France, l'ESF. L'ESF, c'est le numéro 1 des cours de ski. À elle seule, elle rafle 85% du marché. L'école est présente dans les 250 stations françaises. En montagne, on ne voit qu'elle. Tous ces moniteurs sont en plus très repérables à leur tenue rouge et elle a mis sur des skis des générations entières. Mais depuis quelques années, l'ESF n'est plus la seule sur le marché des cours de ski. Des écoles concurrentes se sont créées, 84 en tout, aux noms aussi variés que Snowfun, Oxygène, Top Ski. Comment toutes ces écoles tentent-elles de concurrencer le bulldozer ESF? À Tignes-le-Lac, une grosse partie du business de l'ESF se fait dans son quartier général. Aujourd'hui, ce n'est pas une grosse journée, nous sommes hors période scolaire. Les hôtesses ne vont vendre que 70 cours. Le problème se trouve dans la pièce à côté, le vestiaire des moniteurs, car eux en tout, ils sont 130. Autrement dit, il y a plus de moniteurs que de cours, alors comment vont-ils se répartir le boulot? Pensez au changement d'horaire aujourd'hui, on passe à... Philippe Epailly est le moniteur organisateur. C'est lui qui distribue les cours. Et à l'ESF, il y a un principe de base. Chaque moniteur a un numéro qui lui est attribué en fonction de son ancienneté. Ils appellent ça le tableau. Là, donc là, vous avez le tableau informatique avec la place des moniteurs du premier. Donc on peut voir, je ne sais pas si vous voyez, mais Gilbert Jacquemart. Et ensuite, ça se décline. La répartition des cours se fait ensuite en fonction de ces numéros. Le numéro 1 est servi en premier, et ainsi de suite. Le système de base, c'est quoi? C'est plus on est ancien, plus on bosse? Le système de base, normalement, c'est plus on est ancien, plus on est placé haut dans le planning. Aujourd'hui, il n'y a que 70 cours vendus. Les plus jeunes n'auront donc pas de boulot et ne seront pas payés, car ce ne sont pas des salariés, mais des travailleurs indépendants. Dans le tableau, c'est ça? Voilà, moi je suis un peu jeune, donc je suis tout en bas. Enfin, tout en bas, non, là je suis 100e du tableau. Donc voilà, donc il y en a 100 qui bossent. Ma tenue elle est là, mais les gens viennent, achètent des cours et dès que les cours sont vendus, nous on part s'il y a besoin. Donc on attend que... Et pour l'instant, vous n'êtes pas affecté à un cours? Pour le moment, je suis pas affecté. Alexander, lui, aura plus de veine. Il est numéro 69 au tableau. Comme il y a 70 cours, il va partir skier aujourd'hui. Allez, on suit son moniteur. On reste bien derrière moi. Alexander est macédonien d'origine. Il a 27 ans et ce matin, il a 3 heures de cours à donner à ses élèves.
Un cours collectif facturé 119 € par personne pour 5 demi-journées. Bien. Allez, maintenant, tu mets le poids du corps sur l'autre ski. Bien. Ah non, non, attention. Attention, là, t'es pas sur le bon ski. Pour Alexander, 3 heures de course est une petite journée. Il pourrait en donner plus du double. Comme il est payé à l'heure, s'il veut gagner plus, il doit se trouver lui-même des clients et se transformer en commercial. Vous y attendiez à faire le commercial en plus de moniteur de ski? Je savais même pas que ça existait. Ah bon? Non, je n'avais aucune idée. C'est à l'ESF que j'étais initié. Son boulot, aller dans les hôtels comme celui-là, à l'arrivée des groupes de vacanciers. Vous allez voir comment de moniteur, il passe à vendeur de choc. Bonsoir. Merci beaucoup. J'espère que je ne serai pas trop ridicule devant la caméra. Je suis Alex de l'ESF. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de notre école. Nous sommes les Blousons Rouges. Peut-être que vous nous avez déjà vus. Tous ces touristes cueillis en plein dîner sont arrivés avec un tour opérateur. Ils sont anglais et certains ont déjà acheté des cours. Alexander est là pour convaincre ceux qui hésitent encore. Nous avons tous les niveaux, des débutants jusqu'aux confirmés, de ceux qui n'ont jamais skié jusqu'à ceux qui skient depuis des années. Une brève présentation de l'école et surtout la possibilité d'acheter tout de suite sur place. Donc je me mets à votre disposition juste à côté pendant quelques minutes si vous avez besoin de faire des réservations. Merci beaucoup. Le tour est joué. Alexander a su leur parler. Les vacanciers se bousculent au portillon pour lui acheter des cours. Alors qui le premier? Bonjour, je suis une totale débutante et j'aimerais avoir des cours plutôt le matin. Avec cette méthode, Alexander va vendre 64 heures de cours. Sur ces 64 heures vendues, il en assurera lui-même 17 et empochera les revenus qui vont avec. Le reste sera réparti via le tableau de l'ESF. Là, vous décidez qui vous prenez pour vous et qui vous donnez à vos petits collègues. Voilà, c'est ça. Avec ce système, Alexander a gagné l'an dernier 2600 € net par mois pendant l'hiver. Il faut dire que la clientèle n'est pas trop difficile à convaincre. Les blousons rouges, tout le monde connaît. Depuis 60 ans, l'ESF règne en maître sur les stations. Et elle est restée très longtemps sans partage. L'histoire commence dans les années 30. À l'époque, son nom ne vous dit peut-être rien, mais Émile Allais est un grand champion de ski. C'est lui qui inventa la façon de skier qui nous sert encore aujourd'hui, le ski parallèle. C'était une manière de se démarquer de la méthode autrichienne qui faisait alors skier avec les spatules décalées et les pieds levés. Démonstration. Pour diffuser cette nouvelle méthode, en 1945, des moniteurs créent une école, l'ESF. Mais ce n'est pas une entreprise comme une autre, c'est une sorte de coopérative. Tous les moniteurs en sont un peu propriétaires. En clair, ils se partagent les bénéfices. Le premier coup de génie de l'ESF va être de se donner une apparence officielle, en reprenant dans son logo les 3 couleurs, bleu, blanc, rouge. Beaucoup de vacanciers sont alors persuadés qu'ils ont affaire à un service public, comme les pompiers ou les gendarmes. Puis son second coup de génie, c'est la création de ces étoiles qui ont marqué des générations entières de skieurs persuadés que ce sont des diplômes officiels reconnus par l'État. Eh bien pas du tout, l'ESF s'est totalement privé. Forte de cette image, l'ESF a été pendant 30 ans la seule école présente dans la plupart des stations de ski, jusqu'en 1974 où un séisme se déclenche. Nous sommes à Flaine, une jeune station de Haute-Savoie qui vient de sortir de terre. À l'époque, Pierre Cornillard, un moniteur, en a assez de la domination de l'ESF. En 1974, il fonde donc sa propre école
et habille ses moniteurs en vert pour les différencier des rouges. La brèche est ouverte. 30 ans plus tard, on compte 84 écoles dissidentes dans toute la France. Aujourd'hui, sur les pistes de ski, une guerre sans merci a lieu entre l'ESF et ses concurrents. Retour à Tignes. Ici, l'ESF doit dorénavant compter avec ses hommes en treillis et blousons noirs. Les moniteurs d'Évolution 2. Claude fait partie de l'école depuis sa création. Aujourd'hui, ils sont 80 moniteurs, parlant tous parfaitement anglais. Toi, ton problème, c'est que tu freines trop avant de tourner. Il a un super accent, non? Oui, on comprend très bien d'ailleurs. Mais surtout, ils ont réussi à s'imposer grâce à leur cheval de bataille, des cours collectifs limités à 8 personnes, là où ceux de l'ESF peuvent atteindre plus de 12. C'est une des particularités. Bien évidemment, moins on est nombreux en cours et plus on arrive à se rapprocher chacun des individus. Claude est titulaire, comme tous les moniteurs, du brevet d'État obligatoire pour enseigner le ski. D'ailleurs, il a épinglé sa médaille officielle sur son blouson. Ce qui est marrant, c'est que vous arborez la médaille alors que les gens de l'ESF, ils ne la mettent pas. Comme si vous deviez légitimer encore plus. Oui, en quelque sorte, oui. Il y a un peu ça. On doit légitimer un petit peu notre qualité de moniteur, mais également aussi, c'est par rapport aussi. Enfin, moi, je le mets aussi par rapport à la clientèle que l'on a. Quand on passe dans les passages prioritaires, par exemple, c'est bien de s'afficher, de montrer de manière honnête que voilà, on passe pas, nous ne sommes pas des intrus, nous sommes des moniteurs comme tout le monde. Comme à l'ESF d'ailleurs, Claude est aussi un travailleur indépendant. Il gagne 38 € brut de l'heure. L'an dernier, il a réussi à accumuler 37 000 € brut, un des plus hauts salaires de la station. Extension. Très bien. Flexion maintenant. Super. Claude et ses petits cours de 8 personnes se sont bien débrouillés. Ils ont réussi à s'imposer dans la station tout en étant pourtant 17% plus cher que l'ESF. Sur ce cours à 140 € par personne, Claude va encaisser un peu plus de la moitié. Le reste ira au créateur de cette école. À 42 ans, ce patron a aujourd'hui un beau chalet et gagne 5 000 € net par mois. Mais si Hervé Favre laisse flotter au vent dans son jardin un drapeau de pirate, c'est peut-être aussi parce que ce ne fut pas tous les jours facile. Au départ, pourtant, Hervé a quelques avantages. Ses parents sont de Tignes. Donc là, vous êtes où, vous? Moi, je suis là. Voilà. Je suis là, mon père et mon frère aîné. Et votre maman? Et ma maman, bien sûr. Voilà, Aldo est au milieu, là. Et lui, en bon savoyard, pratique le ski à haute dose. Il fait même de la compétition à un niveau européen. C'est les top souvenirs. Il est aussi plutôt bon en classe. Il part même à Nice après le bac pour y faire Subdeco, une école de commerce. Mais lorsqu'il revient à Tignes pour créer son école de ski en 87, ses atouts ne seront pas suffisants. Les gens se sont éloignés de moi, c'est clair. Beaucoup, énormément. Mais pourquoi? Parce que c'est tellement affectif de créer une école de ski. Encore une fois, ce n'est pas une pizzeria ni un magasin de sport, ok? Parce que ça, on ne juge pas les gens parce qu'ils veulent faire une pizzeria, un restaurant ou autre. Mais une école de ski, c'était attaquer une institution, des gens qui avaient un rôle économique et social dans la station important. C'était pourquoi tu ne veux pas travailler avec l'ESF? On se demandait pourquoi je voulais faire ça. Les soutiens sont rares, qu'à cela ne tienne. Hervé Favre veut être indépendant et ouvre son école, malgré les obstacles. Il s'accroche d'autant plus à son idée qu'il s'était lui-même aperçu des failles de l'ESF lorsqu'il y était jeune moniteur. C'est là que j'ai identifié le potentiel qu'il y avait. Il y avait un potentiel énorme sur quelque chose de différent.
Pourquoi ? Parce que à l'époque, je voyais des moniteurs, des clients qui se plaignaient régulièrement du type de prestation, du fait que les enfants se retrouvaient à 16 ou 17 dans les cours, du fait que le moniteur ne parlait pas forcément correctement anglais, et ainsi de suite. Voilà. Donc je me suis dit, en corrigeant tous ces dysfonctionnements, il y a autour de ça une entreprise à créer. Et un marché à prendre. Complètement. Aujourd'hui, Hervé Favre a 3 salariés à plein temps et sa société réalise un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Un cours de ski sur 5, c'est chez lui que ça se passe. Alors l'ESF n'a pas du tout l'intention de rester les bras croisés. Monsieur le directeur. L'homme chargé de mener le combat de l'autre côté, c'est Jean-Louis Autobon. Bonjour Robert. Il est directeur de l'ESF de Tignes-le-Lac. Et contrairement à Hervé Favre, qui est gérant de sa société, Jean-Louis, lui, a été élu par les moniteurs. Ça va ? Petit. Salut Seb. Ça va ? Bien ? C'est quel cours ? Cela fait 24 ans qu'il dirige l'ESF de Tignes-le-Lac. Donc c'est là-bas, tu vois, en face du panneau. Derrière ces ergonomes, il a un objectif, écraser son concurrent. Et pour y arriver, il se donne les moyens. Première étape, il va se servir d'une arme fatale. Son réseau auprès des commerçants. Une fois par semaine, Jean-Louis fait la tournée du village. Bonjour Valérie. C'est Nicolas. Tu vas bien ? Ça va ? Ça va et toi ? Ah ouais. Bonjour Louis. Ça va bien ? Bonjour Philippe. Ça va ? Ces poignées de main n'ont l'air de rien, pourtant elles sont vitales pour faire de l'ESF le seul poids lourd de la station. Même si vous allez le voir, beaucoup sont conquis d'avance. Un petit coup d'œil rapide pour voir si les brochures sont bien en place. Et bien sûr, le bonjour à la patronne. Ah, bonjour Chantal. Ça va Chantal ? Ça va, très bien. Bon. Très bien. Oui, mon petit. Voilà, ça va. Ah ben je voulais voir si tout se passait bien, si tout va bien. l'hôtel était bien rempli, s'il y avait beaucoup de monde. Il s'enquiert des réservations. 4-11. Du 4 au 11, une semaine de vacances ? Oui, bien sûr. Ah oui ? Les Français ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent, c'est tout. Ah d'accord, alors donc c'est la première. Après la mère, il salue aussi la fille, Capucine. Pour voir si tout se passait bien. Tout va bien. Voilà. Tiens, Antoine te donne le bonjour aussi. Antoine, c'est le père de Capucine, l'actuel propriétaire de l'hôtel. Mais surtout, c'est un ex-moniteur de l'ESF, comme tout le monde ici. C'est Antoine, donc c'est le propriétaire de cet hôtel. Des moniteurs qui, pour la plupart, sont devenus patrons. Voilà, alors, avec ça, ça va tout de suite mieux. Hein. Donc Antoine, qui se trouve ici, le propriétaire. Donc ça, ensuite, le propriétaire de cet hôtel, David Raymond, qui est le propriétaire de l'hôtel des Campanules, Henri Exentia, le propriétaire de l'hôtel L'Arbina. Magasin de sport, il y a Guy Claret, Bernard Raymond, qui lui a été maire de Tignes et qui est aussi propriétaire d'un magasin de sport qui s'appelle le Vallon Blanc. Voilà. Ah d'accord, donc et forcément, quand on a été à l'ESF Moniteur et qu'aujourd'hui on a un magasin de sport ou un hôtel, on va forcément conseiller d'aller à l'ESF. A priori, oui. Ici, en tout cas, quand un client de cet hôtel demande où il doit aller pour prendre des cours, Capucine n'a qu'une référence en tête. Pour moi, de toute façon, les rouges, c'est l'image de la station, les rouges. Voilà. Il n'y a que pour moi. Il n'y a que Merci, les autres. Capucine. Mais si, il y en a d'autres, évidemment. Il y en a d'autres, évidemment, mais chaque client a ses habitués. Mais enfin, pour moi, c'est l'école de Ski France. Voilà. Normalement, les commerçants prennent une commission de 5 à 10% sur chaque cours vendu. Mais ici, il n'est même pas question de se faire de l'argent sur le dos de l'ESF. Moi, je leur propose, mais par exemple, Capucine, elle ne veut pas. Je lui ai proposé que si elle me vendait de l'école de ski, effectivement, je voulais bien commissionner un tout petit peu, oui. Pourquoi pas ? Je suis peut-être pas oui, normale, mais elle n'en veut pas. Vous avez refusé ? Ah, j'ai refusé. Voilà comment un client sur deux qui vient à l'ESF est envoyé par le réseau de Jean-Louis. Mais pour lui, cela ne suffit pas. Alors il a fourbi une autre arme. Et donc on va commencer encore tranquillement avec les virages. Tout consiste à faire croire aux vacanciers qu'il n'y a qu'une seule école. Pour ça, chaque lundi soir, l'ESF sort la grosse artillerie avec un show organisé au beau milieu de la station. Cela se passe dès la nuit tombée. Tignes, vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Des acrobaties, des figures de style. Un spectacle gratuit pour le public qui mobilise 40 moniteurs. Une animation qui fait l'unanimité. Il faut juste savoir que les moniteurs n'ont pas le choix. Ils sont obligés de participer à ce show sans être payés. Ça fait partie des 15 heures qu'on a à laisser à l'école de ski.
chaque moniteur laisse 15 heures à l'école de ski pour promouvoir l'école de ski. Première journée de cette semaine de vacances. Et si les moniteurs manquent à leurs obligations, ils sont à l'amende. 15 € par heure oubliée. Ouais, c'est pas beaucoup de ça. Alors on garde un petit peu d'énergie encore pour les freestylers. Face à cette armée rouge, le concurrent Hervé Favre a décidé de faire preuve d'imagination. Oui, vous n'avez pas la berlue, pas question de ne faire que des cours de ski pour Hervé Favre. Chez lui, on plonge sous la glace du lac de Tignes. Vous êtes pas un peu fou, non? Si, un peu. C'est de la passion. Ça fait 6 ans qu'Hervé Favre propose de la plongée sous glace. Ça coûte 70 € et ça dure environ 20 minutes. Il fallait y penser. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est un autre univers. De la glace et de l'eau. Et on voit quoi? Des bulles qui se créent, des cavités, une transparence, une épaisseur de glace énorme. C'est impressionnant? Ouais, c'est impressionnant. Faire de la plongée sous glace, c'est impressionnant. Mais cela suffira-t-il à Hervé Favre pour continuer à se développer? Aujourd'hui, 8 cours de ski sur 10 sont encore donnés par les moniteurs de l'ESF. On l'a vu, les cours de ski ne sont pas donnés puisqu'il faut compter en moyenne 32 € pour une demi-journée de cours. Alors ça, c'est une dépense en option, mais il y a aussi toutes les dépenses de base qui font gonfler la note lorsqu'on va au sport d'hiver. Résultat, une semaine à la montagne coûte en moyenne 2200 € pour une famille de 4 personnes. 2200 €, c'est 25% de plus qu'il y a 5 ans. Alors, pourquoi les sports d'hiver sont-ils devenus hors de prix? Est-ce que c'est justifié ou il y a des abus? Didier Arinaud, merci d'être sur le plateau avec nous ce soir. Vous connaissez bien le sujet, vous êtes consultant. En fait, les stations de sport d'hiver font appel à vous pour savoir comment il faut faire pour amener toujours plus de touristes dans les stations. Quand on voit qu'une semaine pour 4 personnes en moyenne au sport d'hiver coûte 2200 €, est-ce que vous dites c'est le juste prix ou on se moque du monde? 2200 €, c'est une moyenne, bien évidemment. Ça peut être 1600 € la semaine en hors saison dans des stations de moyenne montagne ou moins prestigieuses. Ça peut s'élever à 4000 €, voire plus, pour 4 personnes dans des stations prestigieuses. Comme Courchevel ou Val d'Isère. Absolument. Alors ça, d'après vous, 4000 € pour des vacances au sport d'hiver dans des grandes stations, c'est un prix qui est justifié? Lorsqu'il y a la qualité de l'hébergement, lorsqu'on est dans une station prestigieuse, ça peut se comprendre, même si c'est réservé à une élite. En revanche, ce qu'il y a de plus scandaleux, quelquefois, c'est effectivement de payer un prix très cher et de ne pas avoir la prestation en face. Exemple. Par exemple, quand on a un studio pour 4 personnes à 1500 € pendant la période des vacances scolaires, on peut se poser la question de savoir si c'est véritablement le juste prix. Évidemment que non. Alors, comment vous expliquez que ça coûte aussi cher parfois dans certains studios de 30 mètres carrés, 1500 € la semaine? Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, il y a un phénomène d'inflation des prix qui sont dus à l'augmentation du prix de l'immobilier. Partout en France. Partout en France. Donc ça, on le retrouve dans les stations de ski. C'est aussi un phénomène qui est très français, c'est que les Français réservent directement leur hébergement sans passer par des agences de voyage. Et au bout du compte, ils payent leur hébergement plus cher par rapport à d'autres destinations dans lesquelles il y a des grossistes qui achètent des quantités de semaines et donc forcément qui négocient les prix à la baisse. Et donc derrière, pour le consommateur, ça fait des prix à la semaine moins élevés. Alors, on parle de l'hébergement, mais il y a aussi les remontées mécaniques. En moyenne, les remontées mécaniques coûtent en France 170 € par personne et par semaine. Là, vous dites quoi? C'est le juste prix ou encore une fois, c'est abusif? Alors, pour les remontées mécaniques, c'est le juste prix. Pour une raison simple, c'est que ça représente de très gros investissements. Les clientèles veulent beaucoup plus de sécurité, ils veulent des télésièges qui vont plus vite, ils veulent aussi avoir l'assurance de pouvoir bénéficier de neige, d'où des investissements très importants dans les canons à neige. Donc au final, pour avoir des pistes damées, pour avoir de la sécurité, pour avoir des bonnes remontées mécaniques, tout cela coûte cher et donc on le retrouve dans le prix. Mais sur ce point, on est sensiblement au même prix que les autres pays européens. Bon, alors si on regarde dans le détail ce qui fait le prix d'un séjour à la montagne, on s'aperçoit qu'il y a le transport, il y a aussi le matériel de ski, il y a le budget alimentation, il y a les remontées mécaniques, mais le premier poste, c'est effectivement l'hébergement. Alors concernant l'hébergement, justement, le ministère du Tourisme a comparé les prix avec d'autres pays d'Europe et il a découvert que louer une chambre d'hôtel ou un chalet coûte en moyenne 30% plus cher en France qu'en Italie, en Autriche
ou même en Suisse, alors que la Suisse a plutôt la réputation d'être un pays assez cher. Comment on explique de tels écarts? Les hébergements en France, souvent, ils sont pieds de piste, dans des stations qui ont été créées de toutes pièces en haut des pistes, alors qu'en Autriche ou en Suisse, on a souvent les hébergements dans les vallées, ça coûte moins cher. Donc, plus les stations sont en basse altitude, moins c'est cher. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que les prix, effectivement, augmentent en fonction de l'altitude. Par exemple, si on prend le prix d'une part d'une tarte aux myrtilles, c'est assez intéressant. La tarte aux myrtilles, à 1500 mètres, elle vous coûtera 5 €. À 2000 mètres, elle vous coûtera 7 €. Et à 2500 mètres d'altitude, elle vous coûtera au maximum 10 €. Alors, qu'est-ce qui justifie un tel prix? C'est le fait d'acheminer la tarte aux myrtilles ou alors là encore, on abuse un peu du client? Déjà, en altitude, tout coûte plus cher. Construire, aménager, transporter, ça c'est le premier phénomène. Et puis le deuxième phénomène, c'est qu'un restaurant d'altitude à 2000 mètres, ce restaurant, il fonctionne que le midi. Il ne fonctionne pas le soir, bien évidemment. Et puis il ne vit que pendant la saison touristique. Alors forcément, il calcule ses prix en fonction de cette durée d'ouverture. Et donc ça fait des prix plus élevés. Est-ce que vous avez le sentiment que les prix vont continuer à augmenter comme ça dans les grandes stations ou ça va plutôt avoir tendance à baisser? Non, là le marché commence à décrocher. D'ailleurs, on voit un phénomène où les Français cherchent de plus en plus de l'hébergement gratuit. Ils cherchent, ils se débrouillent, ils trouvent des amis qui ont des appartements. Et il y a de l'échange d'appartements ou de maisons. Il y a aussi le tonton ou le cousin qui peut sous-louer une partie de l'appartement. Donc on a un phénomène qui est un phénomène avec une croissance de ces hébergements gratuits. Et puis on voit aussi que le pouvoir d'achat n'augmente pas aussi vite que les prix. Et donc il y a une bonne partie de la population pour laquelle le ski devient bien trop cher. Pour ceux qui ont des petits budgets et qui veulent quand même partir à la montagne, quels conseils vous pouvez leur donner? Alors, dans les conseils, s'ils veulent aller dans les grandes stations et payer moins cher, l'idéal c'est de partir hors vacances scolaires. Parce qu'hors vacances scolaires, on a des promotions, on paye en moyenne 30% moins cher le séjour. Et puis s'ils veulent partir pendant les vacances scolaires et payer aussi moins cher, j'aurais tendance à leur conseiller des stations plus familiales, de moyenne montagne, authentiques, des stations villages où on ne fait pas d'ailleurs que du ski, mais aussi où on peut pratiquer d'autres activités, du chien de traîneau, de la raquette, pourquoi pas du ski de fond, et puis un petit peu de remise en forme lorsqu'il y a un centre aqualudique. D'accord, merci d'être venu sur ce plateau ce soir, monsieur Arinaud. Alors, on vient de parler du ski, mais il y a de nouvelles formules de séjour qui se développent en ce moment en France. Exemple, la thalasso. Aujourd'hui, la grande tendance, c'est de vous vendre des week-ends remis en forme ou des semaines entièrement dédiées à votre bien-être. Massage aux algues, bain à remous ou même séance de chromothérapie. La thalasso n'a plus rien à voir avec les cures d'autrefois. Alors, quels soins vous propose-t-on dans ces centres de thalasso? Que valent tous ces soins? Et qui profitent de cette tendance du bien-être pour en faire un vrai business? C'est un reportage de Thibaut Formery. Déco ultra design, ambiance feutrée et couleurs apaisantes. Voilà les vacances de rêve qu'a choisi Patrick Pitoun. Monsieur Pitoun, on va pouvoir continuer. On va faire un... Ce propriétaire d'une chaîne de parfumerie a décidé de s'offrir une semaine dans cet hôtel Thalasso de luxe. Prix du séjour, 2000 €. Et ce matin, Armel va lui proposer la dernière trouvaille à la mode de l'établissement. Un bain on ne peut plus original. Vous mettez votre sac, votre peignoir. La température est bonne, monsieur Pitoun, c'est bon? Parfait. Comme dans toutes les thalassos, la baignoire est remplie d'eau de mer et elle va y ajouter une potion de son cru. Celui-là, c'est un bain du sommeil. C'est anti-stress, c'est calmant. C'est à base d'huile essentielle, d'huile d'oranger, de millepertuis et de tilleul. Armel va infuser Monsieur Pitoun dans cette tisane géante pendant un quart d'heure. Et voici le plus spectaculaire. La baignoire change de couleur. Du jaune, du bleu, ça clignote. C'est ce qu'on appelle la chromothérapie. Et selon Armel, ses vertus sont miraculeuses. Donc, vous voyez, vous avez l'association de la chromothérapie, la thérapie par la couleur. Le rouge, c'est tonifiant, c'est du tonus musculaire. Le vert, l'espérance, c'est-à-dire c'est voir plus loin. Le jaune, c'est la détente, la sérénité. Passer des vacances à se faire dorloter comme Monsieur Pitoun, c'est la grande mode aujourd'hui. Les séjours Thalasso ne cessent de se développer. Plus d'une cinquantaine d'hôtels proposent des vacances zen à base d'eau de mer.
Et il y en a pour tous les goûts. Bain à hydrogel, massage aux algues ou encore gommage au gros sel. Mais que valent vraiment ces soins et à qui profite ce business juteux? Cela va vous surprendre, mais celui qui a lancé la mode des séjours remis en forme n'a au départ rien à voir avec l'univers apaisant du zen et du bien-être. L'inventeur de la Thalasso. Et l'on peut dire que ce spécialiste du vélo a su mener sa barque. Le voici à vélo sur le Tour de France à la fin des années 50. Il s'appelle Louison Bobet, une star du cyclisme qui va gagner 3 fois la grande boucle. Mais c'est surtout lui qui va être le premier à sentir le filon Thalasso. Car à l'âge de 36 ans, Bobet est victime d'un accident de voiture qui va changer sa vie. À cette occasion, il va découvrir les bienfaits des soins à base d'eau de mer, car il se fait soigner en Bretagne. Et c'est au bord de l'océan, à Quiberon, qu'il va créer le premier centre de thalassothérapie en France. La thalassothérapie est l'exploitation à des fins thérapeutiques des vertus curatives, combinées de l'eau de mer et du climat marin. Associer bien-être et soins médicaux, voilà son idée. Le succès de Quiberon est immédiat, mais ce sont des cures haut de gamme réservées à quelques privilégiés. 40 ans plus tard, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, fini les soins médicaux et le grand luxe. Pour attirer le plus grand nombre de touristes, la plupart des hôtels Thalasso proposent désormais des formules beaucoup moins chères, mais aussi beaucoup plus simples. Nous voici dans un 3 étoiles à Biarritz, sur la côte basque. Je suis ravie de vous accueillir avec toute mon équipe pour ce séjour dans notre établissement. Vous avez donc choisi de faire une cure. Ce jour-là, Madame Charpentier, l'une des responsables de l'hôtel, accueille une quinzaine de clients. Parmi eux, Antoine et Carmen Martin, ce couple de Parisiens a quitté le stress de la capitale pour une semaine de Thalasso en amoureux. Ils ont payé 900 € chacun pour ce séjour en demi-pension, un des tarifs les moins chers du marché. Voilà. Pour ce qui est de la visite, si vous voulez bien me suivre, je vais vous amener vers le centre de thalassothérapie. Merci. Madame Charpentier ne perd pas de temps. Direction la Thalasso dans les sous-sols. C'est pour cette partie de l'hôtel que les Martins ont traversé toute la France. Je vous en prie, approchez-vous. 2 cabines pour les douches à jet. Donc ça, c'est le soin assez tonique. Peau de bébé garantie à la fin. Ici, si vous voulez vous approcher. Des douches qui garantissent une peau de bébé, mais aussi des baignoires à jet qui détendent tout votre corps. Ou encore des bacs qui massent vos pieds. Madame Charpentier y croit dur comme fer. Mais le meilleur de la visite, elle le garde pour la fin. Ici, donc, nous sommes dans la partie sèche du centre où nous où nous faisons les applications de boue autochauffante. Ce sont des boues que l'on va appliquer sur la colonne et qui vont au contact de l'air. C'est pour ça qu'on les appelle autochauffantes, chauffées, bien sûr, jusqu'à une certaine température. Voilà. Donc, les boues vous avez bien entendu, des boues qui chauffent toutes seules. Et ça intrigue beaucoup, Monsieur Martin. Les vertus des boues autochauffantes, c'est dans quel cadre? C'est décontracturant, relaxant. Voilà, relaxant, toujours. On est toujours, si vous voulez, dans la connotation de remise en forme, de relaxation. Voilà. Décontracturant, Madame Charpentier en vient même à créer des mots pour vanter l'esprit de la Thalasso. Après 20 minutes de visite dans le centre marin, Monsieur Martin et sa femme sont sous le charme. Absolument. Oui. Non, mais c'est... Présage d'une semaine de... j'espère. Ça a l'air bien parti. Un atelier de cuisine. Et les Martins ne vont pas être déçus du voyage. Après 20 minutes de visite dans le centre marin, Monsieur Martin et sa femme sont sous le charme. Absolument. Non, mais c'est... Présage d'une semaine de... j'espère. Ça a l'air bien parti. Un atelier de cuisine. Et les Martins ne vont pas être déçus du voyage. Ici, le charme de la Thalasso repose surtout sur l'ambiance village vacances. Et Jean Sagardoy, le directeur de l'hôtel, en est très fier. Notre hôte tient à soigner ses nouveaux curistes. Alors, grand seigneur, il leur propose un pot d'accueil. Ce soir, c'est sangria à volonté,
Un petit geste commercial qui ne fait pas de mal pour fidéliser les clients. Je vous invite à vous regrouper autour du buffet parce que la sangria qui est présente ne doit pas repartir en cuisine, donc il faudra la terminer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un excellent séjour et une bonne semaine. Merci, bonne soirée. Il faut tout boire, hein. À 42 ans, cet ancien prof de planche à voile dirige cet hôtel depuis maintenant 7 ans. Pour lui, la thalasso, c'est d'abord un argument marketing pour faire venir les clients dans son hôtel. On a fait les ascenseurs pour ça. C'est pas une thalasso médicalisée d'il y a 20 ans. Là. Vous essayez de faire évoluer les choses un peu. Les choses, je crois, elles ont évolué d'elles-mêmes. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus sur un créneau purement médical. Ouais. Je crois qu'il faut être sérieux, il faut faire les choses correctement. Et puis à partir de là, après, avant tout se faire plaisir. En somme, une thalasso ambiance village club. Et selon Jean Sagardoy, ça marche. En moyenne, 75% de ces chambres sont remplies toute l'année. Il faut dire que notre hôte a une arme très efficace pour séduire ses clients, son bagou. Est-ce que pour autant ça augmente votre capacité d'accueil? On a une salle de repos qui est immense. Immense, elle est magnifique. On a des gens qui vont plus aller faire de soins, qui vont rester dans la salle de repos. Elle est immense, elle est grandiose. Elle ouvre sur les espaces verts, elle est super. Monsieur et Madame Martin sont hilars, mais ils ne vont pas pour autant se laisser tenter par la bonne blague du directeur sur la salle de repos. Car les Martins vont maintenant passer aux choses sérieuses. Nous sommes le lendemain matin. Peignoir et claquettes, monsieur et madame Martin commencent leur cure. La première étape est plutôt sérieuse. Madame Martin, je commence avec vous. C'est moi. Hein, voilà. Bonjour. Comme dans toutes les thalassos, visite médicale obligatoire pour tout le monde. C'est un médecin généraliste qui l'accueille. Il s'agit simplement de vérifier que le curiste peut supporter des soins un peu énergiques. Hein, voilà, mais vous aviez vu mon associé. Et là, le dos en ce moment, comment va-t-il? En ce moment, c'est un peu difficile. Là, je me fais une petite crise depuis une semaine, mais bon. Au niveau des cervicales? Au niveau des cervicales. Malgré son mal de dos, pas de problème pour Madame Martin, elle peut faire la cure. Après ce rendez-vous, il faut maintenant passer à la caisse, car surprise, cette visite n'est pas comprise dans le forfait. Vous voulez faire les règlements maintenant? Si vous voulez, comme ça va être fait. Alors les Martins sortent le carnet de chèques. Non, mais je l'avais pris justement pour faire... La visite coûte 24 € par personne. Les 2/3 de la somme vont au médecin, le reste dans les caisses de l'hôtel. La visite médicale n'est pas remboursée par la sécurité sociale. C'est vrai, elle n'est pas remboursée. Par contre, oui, je sais pas, je me suis demandé pourquoi ça ne serait pas remboursé, parce que c'est une visite médicale tout à fait normale, mais bon, ça, je sais pas. Ça, là, pourquoi c'est pas remboursé? Parce que depuis mai 99, voilà, d'après un décret, la thalassothérapie serait plus luxe que médical. Oui. Donc voilà. Merci. À plus tard. C'est le marathon qui commence. C'est le marathon qui commence. Oh, un marathon, faut pas exagérer quand même. Relax surtout. On se détend. Un bon marathon. Un marathon, pas vraiment. C'est une surprise, mais pendant sa semaine de cure à 900 €, monsieur Martin n'aura droit qu'à seulement 2 heures de soins par jour. Ça démarre à 9h30 et ça se termine à 11h30. Monsieur Martin. Et dans les 3/4 des soins de son forfait, monsieur Martin se repose tout seul. L'accompagnement ne dure à chaque fois que quelques minutes. Par exemple, la douche anti-stress. Il s'agit de faire une sieste sous une pluie fine d'eau de mer. Il y en a pour une demi-heure. Une demi-heure de repos qui permet à l'hôtel de rentabiliser à fond son personnel. Car pendant que monsieur Martin s'endort, Dominique, l'employé, va pouvoir s'occuper d'autres clients. En moyenne, elle a en charge 10 curistes à la fois. Dominique est une hydrothérapeute, ça veut dire qu'elle est là pour prodiguer des soins à l'eau de mer. Un job pour lequel elle est payée au SMIC et qui ne demande aucune formation. C'est compliqué ou pas? Techniquement, non. Mais après, il y a quand même tout le côté relationnel avec les clients, l'organisation. C'est un métier assez complet. On va se tromper dans les boutons, quoi. Ouais, mais non, mais ça, après, avec l'habitude, on se trompe plus. On le ferait les yeux fermés. Ce n'est pas très compliqué, mais Dominique n'a pas une minute à elle. Elle doit maintenant passer de la douche à la préparation des fameuses boues autochauffantes. C'est l'un des soins qui rapporte le plus à la thalasso. Il s'agit de boues récupérées des fonds marins qui ont ensuite été séchées. Rien de sorcier, Dominique n'a qu'à mélanger la poudre avec de l'eau et le tour est joué. C'est un de nos produits phares. Dans son petit saladier, par exemple, il y en a pour 1 € de poudre. Avec le salaire de Dominique et les frais de fonctionnement, le soin coûte 5 € à l'hôtel.
il sera revendu 4 fois plus cher aux curistes, comme Monsieur Martin. Monsieur va s'allonger. La marge paraît importante, mais en réalité, elle sert à amortir de très gros investissements, car un hôtel Thalasso, c'est d'abord un vrai gouffre. Et cela à cause d'une matière première indispensable ici, l'eau de mer. Elle est chauffée à 35 degrés, il y en a partout, dans les baignoires comme dans le grand bassin. Rien que pour l'eau, le directeur de l'hôtel, Jean Sagardoy, dispose d'une petite usine souterraine. Des énormes tuyaux qui pompent directement dans l'océan. Il faut dire que sa Thalasso consomme énormément, jusqu'à 200 000 litres d'eau par jour. La filtration du bassin, le bassin, il fait 350 mètres carrés, il fait 1,30 m de profondeur, donc il faut filtrer tout ça, quoi. Et à partir de là, on a tout de suite des installations qui sont assez impressionnantes. Mais le problème, c'est que l'eau de mer, surtout quand elle est chaude, c'est corrosif. Alors pour éviter de rouiller, les pompes sont en titane. Une matière très résistante, mais qui coûte une fortune. Résultat, ces machines représentent la moitié de ce qu'a coûté la construction de l'établissement, 4 millions d'euros. Alors pour faire entrer de l'argent dans les caisses, Monsieur Sagardoy ne compte pas seulement sur ce que lui rapportent les cures de Thalasso. Il y a aussi la partie hôtellerie, les chambres bien entendu, mais également le restaurant. Messieurs, bonsoir. Et la cuisine, c'est l'un des endroits préférés de Monsieur Sagardoy. On a des haricots plats d'Espagne qui sont en train de chauffer. Pour les curistes en demi-pension, il y a un menu imposé. Ce soir, au choix, légumes et merlus ou rôti de porc avec poivron. Deux plats plutôt simples et allégés. Mais Monsieur Sagardoy sait très bien comment tenter ses clients avec des plats plus alléchants à la carte et donc non compris dans le séjour. Ah, là, c'est franchement moins light. C'est même franchement pas light du tout. On va trouver de la côte de bœuf, de la chuleta, du poisson, des gambas à la plancha, des moules à la plancha, et puis après tout le panel de charcuterie classique, les tapas. Donc tout ce qui est tapas, c'est tout sauf light. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon. Car Monsieur Sagardoy en est convaincu. Manger gras et copieux dans une Thalasso n'a rien de farfelu. La Thalasso pour maigrir, c'est fini. Ça devient vraiment occasionnel maintenant. Il y a énormément de gens qui viennent faire une Thalasso, c'est pour se faire du bien, pour se détendre, se relaxer. Mais le côté Thalasso avec régime, je crois qu'il faut le dissocier. On a des cures minceurs proprement dites qui ont lieu chaque semaine, mais on en a quoi? On en a entre 4 et 6 par semaine en cure minceur, donc c'est vraiment pas la majorité, non? Peut-être, mais si vous préférez les plats gourmands de Monsieur Sagardoy, qui ne sont pas prévus à la demi-pension, il vous les facturera en plus. C'est ce qu'ont fait les Martins ce soir. Ils se sont offerts un bon repas. Il leur en coûtera 40 € chacun. On n'est pas venu ici pour se priver de tout non plus. Hein. Nous, c'est pour notre plaisir, en fait, donc... Entre les cures, les repas et les chambres, Monsieur Sagardoy affirme dégager plus d'1 million d'euros de bénéfices. C'est 2 fois plus qu'un hôtel équivalent sans Thalasso. Alors pour exploiter ce filon, il vient de se lancer dans des travaux pharaoniques qui vont agrandir son centre marin de 3000 m² supplémentaires. C'est quasiment terminé, mais avant l'ouverture, il est obligé de faire vérifier ses installations par Monsieur le maire et les pompiers. Mais il ne peut pas s'empêcher de faire sa visite, comme si ses inspecteurs étaient des clients potentiels. Pourquoi ça repart? Alors, là ici, j'en profite pour faire l'article un petit peu. De belles baignoires, une sirène qui fonctionne bien, voilà. Normalement, qui n'est pas adaptée aux soins. On fait de la chromothérapie, on ne fait pas de la sonothérapie. Hein, là. Voilà. Les baignoires high-tech de la nouvelle Thalasso attirent aujourd'hui 2 fois plus de touristes qu'il y a 5 ans. On a vu que les séjours en Thalasso se développent actuellement en France. Mais il faut savoir qu'en cette saison, nous partons aussi de plus en plus au soleil, à l'étranger. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur certaines destinations, les prix ont littéralement fondu. Prenez par exemple l'Égypte. Il y a encore quelques années, partir pour découvrir les pyramides, les temples ou les momies était considéré comme un voyage de luxe, un vrai privilège. Eh bien en 10 ans, les choses ont totalement changé. En 1996, une croisière sur le Nil, par exemple, coûtait 750 € pour une semaine en moyenne. Aujourd'hui, elle coûte en moyenne 550 € et certains affichent même des croisières à moins de 200 € la semaine. Alors que cachent ces tarifs spectaculaires? À quoi ressemble la vie sur un bateau de croisière? C'est un reportage de Stéphane Ferracci.
Amélie et Sabrina, 25 et 26 ans, viennent d'arriver à Luxor, en Égypte. Il est 4 h du matin et elles s'apprêtent à passer une semaine sur ce bateau, une croisière sur le Nil, pour, tenez-vous bien, moins de 400 € avion compris. Je m'attendais pas à ça, je croyais que ça allait être un truc avec 3 étages comme ceux d'à côté en fait. Donc ceux-là, ils ont l'air vachement mieux finalement. Non, ça a l'air correct. Alors attends, par où on va là? Oh là. Ouais, attends, avec l'équilibre de 4 h du matin, là, c'est pas terrible. Du bateau, elles n'avaient vu que quelques photos sur Internet. En mettant le pied à bord, elles sont agréablement surprises. Mais le plus important, c'est de voir à quoi va ressembler leur cabine. 325. C'est parti. Alors attention. Waouh. Ah bah c'est pas mal du tout, ma foi. Alors déjà, on a chacune notre lit, ça c'est génial. Moi, c'est correct. On a même le sèche-cheveux quand même, c'est super utile. Super important. Non, mais c'est impeccable. De toute façon, c'est tout ce qu'on demandait. Je m'attendais pas à ça quand même. J'avoue que je m'attendais à des petites cabines super strictes, super serrées. Là, il y a vachement la place, quoi. C'est génial. Regarde ça. Ah, puis c'est super confortable. Puis voilà, le matin, on va pouvoir se réveiller avec le Nil et le lever du soleil. Alors, je sais pas où est-ce qu'il se couche, où est-ce qu'il se lève, mais... Au total, ils sont 60 touristes français à découvrir leur cabine avec plus ou moins de bonheur. Cette famille de Marseille, par exemple, n'a pas de chance. Cette nuit-là, personne ne pourra utiliser la salle de bain. On a eu l'eau et il y a dit que ça ne marche pas. Quand on tire la chaise, ça ne marche plus. La vie sur un bateau, ça comporte toujours une part de folklore. Et tout le monde va devoir s'y faire. Vous avez un souci, madame? Oui. Le ventilateur, sans doute, c'est un bruit continu. Difficile de dormir. Cette fois, dans cette cabine, c'est la ventilation qui est trop bruyante. Et impossible de l'arrêter. J'ai la chambre 329 et il y a la ventilation qui fait un bruit pas possible. Est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Merci. Tout de suite. Finalement, au bout d'une demi-heure, le ventilateur s'arrêtera tout seul. Malgré ces petits tracas, les passagers gardent le sourire car ils s'apprêtent à vivre une semaine de rêve pour pas cher. Bonsoir. Au programme, 300 km de paysages et des visites de sites historiques. Les secrets des pharaons, les temples, l'histoire d'une civilisation, ciel bleu et soleil en permanence. En 7 jours, le bateau de nos touristes français va remonter le Nil entre Luxor et Assouan, avec pour étape la vallée des rois, les villes d'Esna et d'Edfou ou le barrage d'Assouan. Et pour cette croisière, ils ont payé moins cher qu'une semaine au sport d'hiver. Car il suffit de surfer sur Internet pour découvrir des tarifs carrément incroyables. Une semaine sur le Nil, avion, repas, tout compris, le tarif le plus bas, c'est 199 €. Mais attention, il faut aussi ajouter des taxes et des frais supplémentaires. À l'arrivée, l'addition s'élève à 358 €. Alors, à ce prix-là, à quoi ressemble cette semaine de croisière ? 7 h du matin, Luxor s'éveille. Luxor, c'est la capitale du tourisme en Égypte. Sur les quais, 300 bateaux de croisière. Plus de 200 000 visiteurs viennent ici chaque mois. Sur le bateau, pour Amélie et Sabrina, c'est le grand départ, après une première nuit un peu agitée. Ce matin, il y a eu un petit souci, on n'avait pas eu trop d'eau parce qu'apparemment tout le monde prend la douche en même temps. Donc, mais bon, à part ça, ça va, il n'y a pas trop de soucis. On a quand même le bruit du moteur en continu le soir. C'est vrai. Un petit ronronnement, mais qui nous dérange pas du tout, quoi, finalement. On s'y habitue. Non, ça va, ça passe. Non, pour le moment, ça va bien. Des petits désagréments, il en faudrait bien plus pour gâcher leur première journée. « 9 h, la croisière commence enfin. Pendant une semaine, les touristes comme Amélie et Sabrina vont pouvoir profiter des paysages de l'Égypte. Mais pour ceux qui les accueillent à bord, ça n'a rien d'un remake de la croisière s'amuse. في شهر نوفمبر اللي فات خلى الفرنسيين ما يروحوش بلاد العرب.
Le patron du bateau, lui, n'a pas le temps de faire du tourisme. Bonjour le petit. Ashraf Abou El Gate, 44 ans, a toujours travaillé dans les croisières. L'Ambassadeur 2 est le seul bateau dont il est propriétaire. Il y reçoit chaque année 1500 touristes, surtout des Français. Et toute la difficulté, c'est de s'adapter à leurs exigences. Alors, il a embauché Isabelle. En France, elle est chargée de vendre ses croisières. Et tous les reproches qu'elle pourrait entendre, elle ne se gêne pas pour les faire à son patron. Ouais. Quand j'avais vu les photos, j'avais peur, mais là, ça va. On relief et tout, là. Pour de la clim, j'aurais il faut vraiment le nettoyer. nettoie. Je suis d'accord avec Et toi. regardez, sur le mur, il y a plein de traces de doigts et tout. Je suis désolée, mais je trouve ça dégueulasse. Et les serviettes de toilette, elles sont grises. Vous avez vu? Contrairement aux apparences, c'est bien lui le patron. Mais sur ces questions-là, c'est elle qui commande. Ils sont crasseux. Mais les taches qui étaient en haut, elles ont disparu, regarde. On voit ça avec un œil européen et en Égypte, ils voient pas du tout les choses comme nous. Et alors, comment ça se passe? Et ben, c'est comique. C'est-à-dire, par exemple, un exemple. Par exemple, vous faites une inspection, vous voyez une tache sur un mur, vous leur demandez de nettoyer, ils vous poussent la chaise en disant ça y est, on voit plus la tache. C'est caché. C'est caché. Après les chambres, direction la salle à manger. À chaque fois qu'Isabelle descend sur le bateau, les employés sont angoissés. Car cette madame propre des croisières n'est pas du genre à prendre des gants lorsqu'elle a une critique à faire. Pas nos assiettes de France, c'est ça? Non, mais les assiettes qui sont empilées, il y en a une qui est peu dégueulasse. Et puis les espèces de chiffons rouge et bleu là sur le buffet, ça fait 4 ans qu'il faut jeter, qu'il faut les virer. Hé, tu peux venir voir les assiettes ici? Laquelle, Isabelle, c'est celui-là? Non, c'est la côté. Celui-là? Celle-là. D'accord, c'est rose. Ouais. Moi, je serais d'avis qu'on enlève ça parce que ça fait un moment que c'est là et je pense que le marbre à nu, ce sera plus joli que tout ça. Et voilà comment, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, la salle à manger égyptienne est remise au parfum européen. Et si aujourd'hui Isabelle est aussi virulente avec son patron, c'est parce qu'en France, depuis quelques mois, les séjours sur le Nil sont devenus très difficiles à vendre. Le 22 juillet dernier, à Sharm el-Sheikh, au bord de la mer Rouge, une série d'attentats fait 88 morts et plus de 200 blessés, des attentats revendiqués par Al-Qaïda. Depuis, la fréquentation s'est effondrée. Sur les 300 bateaux de croisière qui sillonnaient le Nil, la moitié ne navigue plus. C'est le cas de la Belle Époque, l'un des navires les plus somptueux du fleuve. Aujourd'hui, c'est un bateau abandonné. Cela fait 6 mois que le directeur n'a pas vu un seul client à bord. Il faut dire qu'il n'a pas fait grand-chose pour essayer d'attirer les clients. Il a refusé toutes les propositions des agences de voyage. Les agences de voyage nous ont demandé de brader les prix. Elles ont proposé des durées de croisière très courtes. Pour ne pas mourir, Ashraf, lui, a décidé de diviser ses tarifs par 2. Pour la cabine et les repas, il ne facturerait que 10 € par personne et par jour. Il a aussi demandé à tous les prestataires du voyage de se serrer la ceinture. Voilà comment, selon nos estimations, il arrive à proposer un tarif imbattable. 100 € pour le billet d'avion aller-retour. 70 € pour le séjour sur le bateau pendant une semaine. Les taxes aériennes et frais de visa, 159 €. Enfin, l'agence de voyage et le tour opérateur ne gagnent que 29 €. Total, 358 €. Un prix record pour faire revenir les touristes, car en moyenne, ça coûte le double. Alors, un séjour acheté au rabais signifie-t-il un séjour de moindre qualité? Tout d'abord, inutile de chercher à faire des comparaisons avec les paquebots de série TV. En réalité, un bateau navigue très peu. La plupart du temps, il est à quai et les touristes sont en excursion. Le patron l'avoue lui-même, si vous êtes venu pour le farniente, ce n'est pas génial.
Un bateau sur le Nil est un hôtel flottant et il n'a pas les mêmes particularités comme les grands paquebots qui se trouvent sur la mer. Et ces bateaux-là, ils n'ont pas de plusieurs piscines, ils n'ont pas de théâtre, ils n'ont pas de cinéma. C'est une piscine d'une taille réduite, donc c'est, entre guillemets, c'est un grand baignoire, si on peut dire ça comme ça. On va essayer ceux-là. Si on peut descendre, on peut pas descendre par là? Avec leur guide en main, Amélie et Sabrina ont décidé ce jour-là d'aller visiter un village nubien situé sur une petite île au milieu du Nil. Reste à négocier le montant de la traversée. 25 centimes? Non, 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 non. Moi, je vous amène pour 1 euro. Pas 25 centimes? Non, non, juste 1 euro seulement. 1 euro? Oui. Non, non, on connaît le prix. On va essayer les petits bateaux qui sont par là-bas, moi, je dis. Ils ont l'air pas mal, ceux-là. C'est celui-là. 25 centimes d'euros et un quart d'heure de négociation plus tard, les voilà embarqués sur un bac. Direction le fameux village nubien. C'est marrant, à chaque fois, tu as des couleurs différentes. Ici, aucun monument à visiter. Le clou de l'excursion pour elle, c'est cette porte de couleur. Avec en plus la rencontre des habitants du coin. En 2 heures, le tour est fait et les 2 jeunes femmes sont ravies. C'est beaucoup plus sympa de se balader comme ça, effectivement, d'oublier le groupe et les autres touristes. En plus, là, il s'avère qu'on se retrouve sur une île où on est les seuls. On est complètement seuls. Elles sont tranquilles, mais surtout ici, c'est gratuit. Tiens, viens par là. Car toutes les visites des sites historiques en Égypte, évidemment, sont payantes. Les organisateurs de la croisière proposent même un forfait pour la semaine. 10 visites, transport et guide compris, pour 130 €. Le prix du séjour en Égypte augmente d'un coup de 30%. Mais à ce tarif-là, les visites valent le détour. Allez, cacahuète. Cacahuète, c'est le surnom donné à la vingtaine de touristes qui part en excursion avec Mina, un guide égyptien de 32 ans. Ça, c'est la salle de conférence de la ville de Luxor, qui se trouve juste en face de notre bateau. Et en fait, tout de suite, on se dirige vers le temple de Luxor. Aujourd'hui, ils partent pour le temple de Luxor, l'un des sites les plus réputés du pays. Allez, cacahuète. Et les trésors à découvrir aujourd'hui, c'est un peu comme un grand voyage dans nos livres d'histoire. Des colosses de granit rose, la statue de Ramsès II, sans oublier l'obélisque, en tout point identique à celui dressé sur la place de la Concorde à Paris. Mina, notre guide, s'y arrête à chaque fois qu'il accompagne un groupe de Français. L'Égypte actuellement travaille à récupérer tous les monuments qui sont sortis du pays illégalement. N'ayez pas peur parce que cet obélisque, voilà, donc c'est sorti légalement. Et on vient en fait de récupérer 2 momies qui se trouvaient au musée métropolitain à New York. Même en période de crise, ici on se bouscule. Partout des groupes accompagnés d'un guide. Les visites se font dans toutes les langues. Contrairement aux apparences, depuis 6 mois, le nombre de clients a beaucoup chuté. Avant, visiter ce temple, ça ressemblait à la cohue du métro parisien aux heures de pointe. Aujourd'hui, c'est trafic fluide. Être guide au départ, comme Mina, c'était une excellente affaire. Il touchait plus de 1 000 € par mois, alors que le salaire moyen n'est que de 150 €. Mais voilà, les guides comme lui sont payés en fonction du nombre de clients. Résultat, Mina ne gagne plus que 200 € par mois. C'est 5 fois moins qu'avant. « 200 € par mois, c'est très peu, mais dans le tourisme en Égypte aujourd'hui, tout le monde n'a pas cette chance. Nous arrivons dans le village de West Bank. 70% des salariés qui travaillent sur les bateaux habitent ici. Et depuis 6 mois, un homme sur 2 n'a plus de travail. C'est le cas d'Ali, 30 ans, et 3 enfants à nourrir. Comme la plupart des habitants du village, il est condamné à regarder passer le temps et à prier pour que les touristes reviennent enfin. Avant, j'étais steward sur un bateau. Et aujourd'hui, j'ai plus de travail. Aujourd'hui, plus aucun de mes amis ne travaille sur des bateaux.
Envie de petit boulot. Si Dieu le veut, je retrouverai un jour un vrai travail. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Vous êtes prêts? Allez. Voilà, un bâtiche. Retour sur le bateau. Ce soir, c'est dîner égyptien. Pour fêter la fin de la croisière, le chef a sorti le grand jeu, festival de spécialités locales, essentiellement du riz et du poulet. Dans la salle, déguisement obligatoire. L'ambiance est plutôt joyeuse, seule petite ombre au tableau, un règlement un peu tatillon qui agace certains touristes, comme Amélie et Sabrina. C'est eux qui nous servent à boire. Donc on commande une bouteille, 1,50 € quand même la bouteille. Et bizarrement, ils nous servent à chaque fois dès que le verre à moitié. C'est la consommation. Ah, c'est évident, c'est évident. On n'a même pas le verre qui est fini que déjà ils nous servent. On leur dit non, mais ils insistent. Bizarrement, on sait pourquoi. Selon elle, le propriétaire essaierait donc de gagner un peu d'argent en vendant un maximum de bouteilles d'eau. Le patron, lui, s'en défend avec le sourire. Si les gens achètent à l'extérieur, ils sont libres d'acheter à l'extérieur, mais on a au moins prévenu pour des raisons de responsabilité et de sécurité alimentaire. C'est surtout pour ça, mais c'est pas pour la commerce, c'est pas pour vendre une bouteille de plus ou 10 bouteilles de plus. C'est pas ça qui est... Sur l'eau, les marges bénéficiaires, elles ne peuvent pas faire un effet sur l'économie d'un bateau, en fait. Ashraf n'en est donc pas encore à compter les bouteilles d'eau. Selon lui, en ce moment, il parvient tout juste à équilibrer ses comptes. Une chose est sûre, il ne peut plus baisser ses tarifs, au risque de jeter l'ancre définitivement. On vient de voir dans le reportage une croisière sur le Nil à moins de 400 €. Mais au-delà de l'Égypte, il y a de plus en plus de destinations soleil à prix cassé. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment de bonnes affaires, Jean-Pierre Nadir? Bonsoir. Bonsoir, Guy. Vous avez créé un site internet qui est un guide de voyage, c'est-à-dire que vous testez des hôtels et des séjours. En même temps, votre site internet aussi permet de rechercher les meilleurs prix lorsqu'on veut partir en voyage. On vient de voir dans le reportage une croisière pas chère, mais avec quelques mauvaises surprises, comme par exemple une piscine pas plus grande qu'une baignoire ou la clim qui ne marche pas tout le temps. Est-ce que ça signifie que quand on sacrifie le prix, on sacrifie aussi la qualité ? Non, je crois qu'effectivement, donc déjà, on a vu deux jeunes filles qui avaient l'air très heureuses de faire cette croisière sur le Nil. En plus, la croisière sur le Nil, ce qui est important, c'est les excursions, c'est ce qu'on voit, c'est l'Égypte. Donc 400 €, c'est formidable. D'accord. Mais est-ce que, d'après vous, il y a des moyens d'éviter de mauvaises surprises quand on veut quand même s'offrir une croisière sur le Nil ? Bien sûr, il ne faut pas acheter du prix. Il faut acheter un rapport qualité-prix, il faut acheter un produit. Il faut acheter des vacances, un voyage. Et donc, il y a moyen de s'informer, évidemment, donc, sur Internet, et il y a moyen de s'informer auprès de son agence de voyage. Donc, il y a 2-3 questions à poser toutes bêtes. D'abord, la période à laquelle on part. Il est évident qu'il faut mieux éviter les grosses chaleurs. Bon, il faut éviter le ramadan aussi, par exemple. C'est clair. Bon, parce que c'est clair qu'ils ne sont pas forcément très disponibles, que le service est forcément un peu moins bon, puisque c'est une période de communion et de recueil. Donc, il faut mieux, même s'il y a des fêtes le soir, dans la journée, forcément, donc physiquement, ils sont moins disponibles. Donc, et qu'est-ce qu'il faut demander d'autre ? Il faut surtout, effectivement, bien choisir le bateau. Là, on voit qu'elle découvre le bateau, il vaut mieux connaître le produit en amont. Mais alors, comment on fait ? Déjà, un conseil tout bête, il y a 285 bateaux sur le Nil, il y en a 60 vendus au départ du marché français. Sur les 60, il y en a 20 qui appartiennent en propriété ou en allotement en totalité, donc à des tours opérateurs français. Ah oui, ce qui est important, choisir ces bateaux-là. Ah oui, d'accord. Ce qui est important, c'est que le bateau appartienne à un voyagiste. Dans la gestion, on le voit bien avec Ashraf, dans la gestion du bateau, il est évident que quand le bateau est à vous, vous avez quand même plus de poids pour gérer les problématiques de vaisselle, de tuyauterie, etc. D'accord. Alors, on voit que l'Égypte est actuellement une destination qui souffre à cause des attentats notamment meurtriers de Sharm el-Sheikh l'été dernier. Les touristes ont peur et l'Égypte brade les prix pour faire revenir les touristes. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire ça ? Si j'en crois votre sujet, pas à grand-chose, puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ouais. Bon. Mais ceci étant, oui, ça sert un peu. Il est évident qu'au-delà d'un certain prix, ça peut être un élément incitatif. D'abord, ça ouvre cette possibilité à des gens qui habituellement n'auraient peut-être pas les moyens de partir. Et puis deuxièmement, donc, ça peut inciter, faire basculer certains touristes vers ce type de produit. Bon. D'accord. Maintenant, c'est clair que c'est pas avec le prix qu'on peut relancer totalement une destination. C'est avec quoi ?
le temps, on voit que voilà, déjà effectivement, donc aujourd'hui, je pense que c'est en train de se tasser et que à partir effectivement donc de l'été, je pense qu'on va retrouver donc les Français en Égypte. D'accord. Alors aujourd'hui, on voit des prix hallucinants sur certaines destinations exotiques qui n'ont pas forcément de problème de terrorisme. Par exemple, la République dominicaine qui propose des séjours à partir de 400 € la semaine. Comment ça se fait que les prix soient autant cassés, par exemple, sur une destination comme la République dominicaine? Alors ça, c'est un très bon exemple. Le vrai prix d'une semaine en République dominicaine, c'est 850-900 €. Bon. Donc quand vous avez un prix à 400 €, c'est que vous bénéficiez des 2 sièges qui restaient. Voilà, donc il y a 2 dates, 2 sièges. Maintenant, effectivement, donc le gros des troupes, gros des troupes va payer 850-900 €. C'est le bon prix, voire même plus, selon l'endroit où vous vous situez. Et là aussi, c'est important. À quel hôtel, quel endroit, quel produit? Dire j'ai payé 400 € en République dominicaine, c'est la même chose que dire j'ai payé 5 € pour aller au restaurant. On n'est pas plus avancé. Quel produit vous avez eu derrière? D'accord, mais ce que je veux dire par là, comment se fait-il que des destinations ou des pays parviennent à casser les prix autant que, par exemple, la République dominicaine? La République dominicaine n'a pas cassé les prix. La République dominicaine a trouvé un juste prix à 900 €. Alors comment on arrive? Parce que c'est déjà formidable. 900 € une semaine dans un bel hôtel au bord d'une belle plage, si on prend Punta Cana. C'est formidable. Et donc, comment on arrive à ça? Eh bien, on arrive par la rencontre donc, de 3 grands opérateurs, la volonté politique du pays de développer le tourisme, un groupe hôtelier fort qui fait des hôtels adaptés au dit tourisme, et un tour opérateur qui va mettre en place une ligne aérienne, un pont aérien pour muscler, pour doper la destination. D'accord. Vous qui observez les tendances en matière de tourisme, d'après vous, quelles sont les nouvelles destinations qui vont apparaître en ayant des prix plutôt bas? Il y a déjà un exemple, c'est le Mexique. Cancun était très cher, donc on était plutôt à 1500 € depuis 4-5 ans, donc on est à 1100 €, notamment toute la Riviera Maya, qui est développée donc, par bon nombre de tours opérateurs français. Donc 1100 €, c'est quand même un très très bon prix. Là, vous avez un cocktail balnéaire donc, et découvertes culturelles. Et alors, dans les destinations qui peuvent accéder, donc les nouvelles destinations, on devrait voir un développement important du Brésil. Pourquoi? Parce que là encore, les hôteliers sont en train de faire des resorts aux normes européennes, et donc vous allez avoir un développement important, donc je pense à partir de 2007. Il y a un grand programme de construction à 10-15 km de Bahia, donc là, on va pouvoir justement donc, conjuguer balnéaire et culturel. C'est-à-dire faire des hôtels-clubs sur des plages qui, jusqu'alors, étaient des plages plutôt désertes. Exactement. Alors aujourd'hui, on voit qu'un quart des Français achètent leur voyage sur Internet. Vous comparez les prix sur un site Internet. Est-ce que la concurrence qui existe actuellement va continuer à faire baisser les prix? Par exemple, on voit Punta Cana ou la République dominicaine à 800 €. Est-ce qu'on peut imaginer que les prix vont davantage baisser? Il y a un moment donné, on peut aller plus bas. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, donc, on est vraiment à des tarifs, vous l'avez souligné vous-même tout à l'heure, oui, on est vraiment ras les pâquerettes. Donc, et à un moment donné, c'est pas non plus très bon. Regardez, le sujet, notre ami Ali, il faut qu'on donne de boulot à Ali. Donc il faut qu'effectivement les touristes reviennent et qu'on paye le bon prix. Parce qu'à force, effectivement, donc, de vouloir baisser les prix, à un moment donné, on égorge tout le monde. On fait ça dans des conditions à la fois, effectivement, de vétusté, donc des hôtels, des populations locales. Qui n'ont plus de job à la fin. Et oui, c'est affreux. Donc, si vous voulez, il faut, plutôt que de mettre des taxes sur les billets d'avion, pour les gens qui partent, on ferait mieux de taxer ceux qui ne partent pas. Encourageons les Français donc, à voyager, allons à la rencontre de ces populations et aidons-les effectivement donc, à vivre. Oui, mais là, vous prêchez pour votre paroisse, taxer les gens qui partent pas. Non, pas du tout. Moi, je suis pour Ali et sa famille. Allons tous en Égypte. Et vous-même. Relançons l'Égypte pour aider les Égyptiens. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur le plateau de Capital, Jean-Pierre Nadir. Merci. Alors, on vient de le voir, dans le tourisme, il y a des modes, il y a même des destinations qui peuvent devenir très tendance. Il y a 10 ans, le must, c'était d'aller aux Seychelles. Aujourd'hui, ce sont les Maldives. Il faut dire que les Maldives, c'est un vrai paradis sur Terre, un archipel d'1 millier d'îles désertes entouré d'une mer turquoise au large de l'Inde. Alors, comment ce petit pays pauvre de l'océan Indien s'est-il transformé en une immense station balnéaire de luxe? La population locale en profite-t-elle vraiment? Jusqu'à combien peut vous coûter un séjour aux Maldives? C'est un reportage de Jérôme Dindar. À 20 mètres sous la surface, Virginie en a plein les yeux. Elle a fait 12 heures d'avion pour observer enfin de près ces récifs de corail et leurs habitants. Comme ce couple de poissons-clowns. Depuis 6 mois, elle est mariée à Philippe qui partage la même passion, la plongée sous-marine. Et s'ils passent ici leur voyage de noces, ce n'est pas par hasard. Cette destination tropicale s'est spécialisée dans les lunes de miel pour jeunes couples fortunés. Et à quelques kilomètres,
Toujours sous la mer, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Un restaurant de 12 couverts à 15 mètres sous la surface. Du sur-mesure pour un dîner aux chandelles, unique au monde. Ce grand spectacle, c'est la spécialité des Maldives. Avec ses îles désertes, ses dauphins, ses cocotiers et du sable blanc. Tout est encore sauvage. Pour Philippe et Virginie, habitués aux embouteillages et à la grisaille, cette nature vierge ressemble un peu au paradis. Ça va, on n'a pas trop à se plaindre, il n'y a pas trop de foule. C'est tout le temps comme ça? Ah, tout le temps. Et en guise d'hôtel, pas de grandes barres de béton, mais des bungalows à 10 mètres de la mer. Donc là, c'est la décoration du matin, là. Mais il faut croire que même au paradis, il y a toujours quelque chose qui cloche. Donc là, c'est la joie, c'est qu'il y a un petit lézard, voilà. Je sais pas si vous le voyez, il est là. Voilà, donc ça, c'est la chambre classique, on va dire, avec la clim et le ventilateur. Il y a bien des bestioles, mais le désagrément est vite compensé par la vue. Pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a la verdure et le sable, et ça fait encore plus carte postale, quoi. C'est vraiment la carte postale. Petite originalité, une douche en plein air. C'est sympa de prendre sa douche à l'extérieur. Il y a un petit mur qui nous protège de la vue des autres voisins, éventuellement. Ouais, pour les jeunes mariés, c'est plutôt pas mal. C'est parfait. Mais tout cela n'est pas donné. Pour 5 nuits en pension complète, voyage compris, ça leur a coûté 2 500 € par personne. Et pendant leur séjour, la note va encore grimper. Le lendemain matin, retour à la réalité. Ça va être un peu brutal. Leur départ est proche. C'est l'heure de régler les extras de la semaine. Au total, là, ça vous coûte combien en extra? Ben là, en extra, on est à 750 €. Voilà. Plus le coût du voyage. Ça représente à peu près 10% pour nous du voyage, quoi. Surprise, les alcools ne sont pas leur plus gros budget. Ouais, un peu moins de 50 €. Ouais. On a les 40 € rien que d'eau. Rien que de l'eau, voilà. Donc ça fait... Pour 5 jours. Ouais, donc ça fait 10 € par jour d'eau. Voilà. Donc, Et vous ne pouvez pas l'acheter ailleurs en plus. Hein. Bah, on a du mal là, sur une île comme celle-là. Ils ont le monopole, donc ils font les prix qu'ils veulent. Donc là, on est à 3 € à chaque bouteille d'eau. C'est notre voyage de noces, mais bon, c'est vrai que c'est pas un voyage qu'on fait tous les jours. Tout s'est bien passé? C'est cher, mais c'est bien. La richesse des Maldives, ce sont ces îles. Il y en a 1 millier. Mais c'est aussi une des régions les plus pauvres du monde. Le tsunami a fait l'an dernier 80 morts et endommagé une vingtaine d'hôtels. Mais c'est déjà un vieux souvenir. Et aujourd'hui, 1 île sur 10 est même occupée par un palace. Alors qui, dans ce pays du tiers-monde, profite ainsi de l'explosion du tourisme de luxe? Patrick Euzé vit ici. Ce Français de 47 ans passe son temps dans les taxis locaux, les hydravions. Une fois par mois, il fait la tournée des hôtels dont il a l'achat. Good morning. Voici le directeur du plus grand, sans chambre. Good morning. Thank you. Si un séjour peut coûter jusqu'à 2 500 €, c'est parce que l'exploitation d'un hôtel sur une île déserte nécessite de gros investissements. Donc là, on va dans la partie opérationnelle de l'hôtel. C'est la partie cachée des clients. Ce bâtiment, par exemple, abrite les réserves stratégiques en eau douce. Pour ne jamais en manquer, à l'intérieur, des machines ultramodernes recyclent l'eau de mer en permanence. Donc on désanalyse 350 000 litres par jour. Et on en consomme 300 000 litres. Et puis, il faut produire l'essentiel. Cela se passe un peu plus loin, dans cette salle immense où se trouve une vraie centrale électrique.
un gouffre financier. Un tiers des dépenses de l'hôtel passe dans l'achat du fioul pour l'alimenter. Ça, c'est la partie recyclage, traitement des ordures, où nous avons un incinérateur, un broyage du verre, compaction des boîtes. Et on recycle ou nous brûlons ou nous envoyons dans une île où le recyclage de toutes les ordures ménagères est opéré. En fait, c'est obligatoire. Chaque hôtel possède son incinérateur. Mais pour ne pas importuner les clients avec la fumée, il ne fonctionne que la nuit. Mais son principal souci, c'est le personnel. Il a besoin de 250 employés. Et ils savent très bien négocier leur salaire. Démonstration dans la lingerie. Morning. Morning. Je suis très content, monsieur. You happy? Vous êtes content? Salary increase? Les salaires ont augmenté? Ok. Là, ils sont tous très contents parce que ce mois-ci, j'ai augmenté leur salaire. Donc, ils ont une bonne augmentation de salaire. De combien? Cette année, plus de 17% de moyenne. C'est pas mal. Oui, étant donné qu'il y a de plus en plus d'hôtels qui ouvrent et qui essayent d'attirer notre personnel, car ils sont formés, on a une bonne réputation. Donc, ils essayent de les attirer en offrant de bons salaires. Parce que d'habitude, les augmentations, c'est combien? Entre 3 et 5%. Et Patrick Euzet n'a pas le choix. La loi réserve les jobs les mieux payés du pays aux Maldiviens, comme les serveurs par exemple. Hassan, la chambre 60 te félicite, celle des Peter. Ils ont dit que tu avais fait du bon travail hier. Le plat spécial de spaghettis que tu leur as servi leur a plu. Bravo. Un encouragement, cela veut dire peut-être au bout une récompense. Hassan n'a pas fait d'école hôtelière. Ses gestes, il les a appris sur le tas. Cela fait 3 ans qu'il a quitté sa famille pour venir travailler ici. La vie en rose pour un fils de pêcheur. J'aime bien ce job. Pourquoi? Parce que je gagne beaucoup d'argent. Les clients donnent pas mal de pourboires. J'ai plein d'amis, c'est pour ça que je travaille ici. Chaque mois, ce jeune garçon gagne 3 fois le salaire moyen du pays, environ $600. Et il n'a que 22 ans. Dans son île, à 5 km, c'est un des rares à avoir eu cette chance. Ici, le mode de vie est resté traditionnel. Les habitants ne quittent presque jamais leur village, sauf pour aller pêcher. On y trouve encore quelques curiosités, comme ces maisons aux murs de corail séchés. Elles sont anciennes, car cette coutume est désormais interdite. Quand il revient chez lui, c'est un peu le roi du pétrole. Il vit dans cette grande maison modeste, avec sa femme, qui attend leur premier enfant, et toute leur famille. Au total, 28 personnes. À peine arrivé, il met déjà la main à la poche. À part des t-shirts un peu à la mode, il n'achète rien pour lui. Ça, c'est ma chambre. Je donne tout l'argent que je gagne, je partage tout. Je garde rien pour moi. Parce que je le donne à ma mère, à mon père, à ma femme et aussi à ma belle famille. Dans son île, sur 3000 habitants, ils ne sont qu'une poignée, comme Hassan a travaillé dans l'hôtellerie. Les autres ne profitent pas de la manne touristique. Pas un restaurant, pas un magasin de souvenirs. Voici le seul commerce, une petite supérette, à usage strictement local. La vraie richesse est ici, aux abords de la capitale. Il y a 25 ans, l'aéroport construit sur une île minuscule n'existait pas. Depuis, cette bande de béton a révolutionné le pays. Voici la ville avant l'arrivée des vols internationaux. Un village qui ronronnait. La voici aujourd'hui. Entre-temps, le tourisme est passé par là et il a enrichi les propriétaires d'hôtels. Au cœur de la capitale, l'un de ces nababs s'est fait construire
cette tour privée de 9 étages, rien que pour lui et sa famille. Il s'appelle Hussein Ilmi. Au départ, il y a 25 ans, ce n'était qu'un simple bagagiste. Et puis, avec ses frères, il s'est lancé dans le tourisme et est devenu l'une des plus grosses fortunes du pays. Train de vie à l'occidentale, mobilier branché, écran plat et vue imprenable sur la ville en plein développement. On a une belle vue d'ici et on peut bien voir les changements qui sont intervenus. Regardez ces petites maisons là, ces petites maisons avec leurs toits rouillés. C'est le genre de bâtiment qu'on pouvait voir un peu partout il y a 20 ou 30 ans. Et maintenant, tout a bien changé. Et pour gérer ces hôtels, Hussein Ilmi a débauché il y a 7 ans Patrick Euzé, qui était alors directeur d'un Hilton au Japon. Tout simplement, il lui a proposé de doubler son salaire. Ce Français gagne aujourd'hui plus de 15 000 € par mois. Tu vas bien? Et ce matin, il travaille au plus gros projet de son patron, la construction d'un 4e hôtel qui doit surpasser tous les autres. Non, c'est confidentiel. Bah non, c'est confidentiel. Ils vont discuter du tarif des chambres, un sujet hautement sensible. La mission de Patrick Euzé, c'est de commencer à vendre son futur hôtel au tour opérateur. Le lendemain, il a monté une opération de charme. Il a loué une navette rapide pour faire visiter à cette représentante d'une agence de voyage française son dernier projet. La visite commence et il va falloir beaucoup d'imagination parce que tout est encore en chantier. Ça va? C'est le parcours commando là. Bon. Ouais, le casque? T'as pas mis le casque? Non, j'ai pas mis le casque. J'attends que tu me le donnes. Dans quelques mois, ce sera un restaurant avec une belle terrasse en teck. Pour le restaurant. Et tu mets combien de tables là? Une table. Une table par plateforme? Et là-bas, 4 tables. Les travaux ont pris du retard et sa visiteuse est un peu déçue. Mais là, honnêtement, il n'y a pas encore grand-chose à regarder. Je m'attendais à ce que ce soit pas un site de construction, enfin que ce soit un peu plus avancé, que les travaux soient plus avancés. Ça commence mal, mais Patrick Euzé a un deuxième atout dans sa manche. Il va aussi faire construire 200 villas à 1 000 € la nuit. Pour plaire à sa cliente, il va essayer de la surprendre avec une idée originale. Vous rentrez dans votre chambre, vous êtes dans la salle de bain. Et la salle de bain, c'est une salle de bain, une baignoire d'indulgence, très spacieuse et avec vue directement sur la mer. Une baignoire en plein centre de la pièce, c'est pas banal. Et derrière le lit, ce bassin jaune, c'est la piscine. Nathalie est un peu sceptique, elle se demande s'il n'en a pas fait un peu trop. Et pourquoi tu as pas fait la piscine devant la chambre? Parce que tout le monde fait une piscine devant la chambre. Voilà la question. Donc celle-ci est beaucoup plus privée. La possibilité pour les gens, c'est d'être dans leur piscine de manière très privée et d'être devant leur chambre pour profiter de la plage. Aux Maldives, ce sont ces petites bizarreries qui font mouche. Je pense que le client va être aussi surpris. Mais finalement, c'est aussi ce qu'on cherche en 5 étoiles, parce qu'en fait, c'est une clientèle qui voyage beaucoup. Donc, il y a l'habitude, finalement, de concepts novateurs. Et le fait de surprendre, finalement, je crois que ça va être un des plus gros succès de cette chambre, c'est la surprise, l'originalité du concept. En clair, l'affaire sera conclue. De toute façon, la Française n'a pas vraiment le choix. De nouveaux hôtels disponibles, il n'y en a que 3 ou 4 par an. Car aux Maldives, l'État a volontairement limité leurs ouvertures. Et ça ne date pas d'hier. Tout s'est joué au début des années 80. Les premiers touristes débarquent aux Maldives et l'accueil est plutôt mitigé. Si pour les affaires tout le monde est content, pour le reste, c'est un peu différent, comme le montre ce reportage de l'époque. Des femmes aux épaules nues, d'autres avec des shorts plutôt mini, en pleine rue, un vrai choc culturel dans un pays religieux converti à l'islam depuis le XIIe siècle. À l'époque, le reporter un brin écolo s'interrogeait aussi sur les pillages des fonds marins, une source d'argent facile pour les pêcheurs. Avec déjà 40 îles touristiques,
Les dégâts sont très visibles dans l'atoll de Malé. Et on n'y trouve plus une seule île de pêcheurs où les pêcheurs soient encore des pêcheurs. Ça provient de quoi, ça? C'est coral, c'est coral. Coral? C'est coral. C'est coral. C'est coral, mais ça ne dit pas grand-chose. Alors, pour mettre fin à ces dérives, le gouvernement prend une décision radicale. Il va confiner porte-monnaies et maillots de bain dans des endroits beaucoup moins simples d'accès, des îles désertes. Et des îles désertes, il n'en manque pas. Aux Maldives, il y en a plus de 900. L'État va les louer aux hôteliers et les distribuer au compte-gouttes. Désormais, le pays est coupé en deux, pêcheurs d'un côté, vacanciers de l'autre. Et voilà comment, en 30 ans, une centaine d'îles désertes, sur le millier que comptent les Maldives, sont devenues des réserves de luxe. Et cela risque de durer. Et pour construire ces nouveaux hôtels, le pays a fait appel à des travailleurs immigrés. Sur les chantiers, les propriétaires d'hôtels n'aiment pas trop qu'on parle d'eux. Ces ouvriers viennent en majorité du Bangladesh. Ils sont payés 2 fois moins qu'un Maldivien, 100 € par mois. Ils ont encore du mal avec la nourriture locale. La nourriture est très mauvaise. C'est bon? Non, c'est pas bon. Pendant 1 an et demi, ils travaillent et restent coincés sur 1 km² de sable, entre la jungle et leur dortoir en tôle. Pour tenir le coup, inutile d'espérer des jours de repos. On travaille tous les jours, on s'arrête jamais. Jamais de congé? Juste le vendredi, une demi-journée. Un travail harassant, car la compétition est de plus en plus féroce entre les hôtels. Voici par exemple une île rachetée en 2003 par un gros concurrent de Patrick Euzet. Et la revoici après 3 ans de travaux. Il l'a entièrement remodelée en créant des plages artificielles. Un travail pharaonique pour donner à ce littoral un arrondi parfait qui fait fantasmer les touristes. C'est l'œuvre d'un milliardaire sud-africain. Il y a investi 180 millions de $. Arrivé par mini-yacht et accueille avec serviette chaude. Du confort, du luxe, les palaces font aujourd'hui dans la démesure. Dans sa petite voiture, le gérant, un Allemand qui a supervisé les travaux. Il a voulu que tout soit un cran au-dessus de ce qui se faisait déjà aux Maldives. Ici, je vous emmène autour des piscines. Des piscines à débordement, avec vue sur le lagon. Et pour manger, pas de problème, il y a aussi 3 restaurants qui n'ont rien à envier à ceux d'une grande capitale occidentale. Un restaurant qui est extraordinaire. Et bien sûr, les villas 2 fois plus grandes qu'ailleurs, et bien entendu, 2 fois plus chères. Vous la louez combien, cette suite? Ça dépend donc vraiment de la saison, mais c'est entre 2500 $ jusqu'à 3200 $. Ça dépend des saisons. Et elle est souvent pleine? Oui, très souvent, très souvent. Il faut encore construire quelques-unes. C'est très à la montre, les suites. Bref, comptez environ 3 000 € la nuit, et le marché n'est pas saturé. Pour contrer cette concurrence, notre Français Patrick Euzet a fait racheter pour 35 ans par son richissime patron maldivien cette île déserte. Pas n'importe laquelle, la plus grande du pays. La bataille des lagons n'en est qu'à ses débuts, aux Maldives. Dans 15 jours, nous allons totalement changer de décor et revenir à des réalités beaucoup plus terre-à-terre, mais qui nous concernent tous, les salaires. Êtes-vous assez bien payé? Y a-t-il des injustices dans le monde du travail? Nous vous proposerons notamment une enquête sur la discrimination salariale dont sont victimes les femmes. Elles sont en général à plus ou moins 20% d'écart au niveau du salaire avec les hommes. Pourquoi ? Mais parce que c'est comme ça, parce qu'on a intégré dans le salaire qu'on offre à une femme le fait qu'elle allait faire des enfants. Salaire, êtes-vous assez payé? C'est dans 15 jours, dans Capital. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec François Ducroux, Laurent Huberson, Thibaut de Barbeyrac, Jérôme Dindar, Emmanuel Leclerc et Pénélope Ponté.
Tout de suite, Secret d'actualité vous propose une enquête sur le crash du mont Saint-Odile. Bonsoir. Réagissez à l'émission dans le Forum Capital sur m6.fr. À bientôt.